toujours un plaisir de vous avoir aussi nombreux et ça me rassure un petit peu aussi. Donc c'est le troisième module d'un ensemble qui en compte 6, je vous ai préparé 6 modules et aujourd'hui on va se rapprocher un petit peu de mon domaine de compétences, du domaine extragalactique d'études et on va voir un petit peu notre galaxie, la Voie lactée et les galaxies. Donc on va étudier un petit peu physiquement ce que sont ces objets, ce qu'on en connaît aujourd'hui en 2024. Mais avant ça, comme un de mes buts c'est de faire de vous d'excellents physiciens, on va faire un petit peu de physique et on va parler de comment fait-on pour connaître les distances en astronomie. Sur Terre c'est assez simple, on a des méthodes de mesure qui sont robustes, mais dès qu'il s'agit de calculer une distance avec de la lumière, on entre très vite dans des complexités et dans des difficultés dont on n'a pas idée d'un point de vue conceptuel depuis la Terre. Et donc on va voir un petit peu les méthodes principales, je ne vous les donne pas toutes, mais 4 méthodes qu'on utilise pour connaître les distances en astronomie. La première méthode, c'est une méthode radar. La deuxième, c'est une méthode géométrique, qu'on appelle les méthodes de parallaxe. La quatrième méthode, c'est la méthode dite de chandelle standard. En anglais, on dit standard candle, et j'ai traduit ça par étalon lumineux. Et puis la dernière méthode, c'est une méthode qui est beaucoup plus associée à la modélisation et à la représentation que l'on a de l'univers. C'est une méthode qui utilise l'expansion de l'univers, le rougissement des objets. Alors la première méthode, c'est une méthode physique très simple. C'est celle qui consiste à utiliser les ondes électromagnétiques comme émetteurs et récepteurs, un petit peu comme dans les radars automobiles. On utilise les mêmes ondes et on va lancer ces ondes sur les corps célestes du système solaire, sur les astres. Donc vous avez le système un petit peu compliqué, donc vous envoyez le radar et ce que vous faites, c'est que vous mesurez la vitesse d'aller-retour de l'onde radar, sachant que l'onde radar est une onde électromagnétique et qu'elle voyage à la vitesse de la lumière. Et donc, quand vous détectez l'onde de retour, ça veut dire que votre radar a rebondi sur l'astre qui vous intéresse, est revenu, et la différence temporelle entre le départ et l'arrivée vous donne la distance de l'objet. Le double de sa distance d'aller-retour. Et donc, vous voyez, cette méthode-là, on l'a utilisée pour tous les corps du système solaire. Alors bien sûr il faut qu'il y ait une surface qui puisse réfléchir les ondes pour que ça marche. Il ne faut pas qu'elle soit trop loin parce que l'amplitude, l'intensité de l'onde diminue avec le carré de la distance. Donc c'est de plus en plus difficile et c'est non linéaire. Un double de distance diminue par 4 votre capacité, votre sensibilité de mesure. Et donc dans les années 70, à la fois les Américains et les Russes ont déposé sur la Lune, pour vous donner un exemple, des petits cataphotes, des petits catadioptres qui sont des dièdres miroirs qui ont la propriété de renvoyer la lumière dans la direction dans laquelle elle vient. Et eux, ils avaient déjà l'idée de pouvoir utiliser cette méthode pour faire des mesures de distance entre la Terre et la Lune. Et donc vous avez ici la position de tous les catadioptres qui ont été déposés sur la Lune. Lunacol, donc ça c'est les Russes, et puis Apollo en a déposé 3. Voilà. Et vous avez en haut, ici, en France, au Cerga, donc c'est le plateau de Calerne, un petit peu au-dessus de Nice, à 1200 mètres, plateau calcaire, vous avez un télescope, et si vous voyez un petit peu sur l'image, vous voyez un faisceau laser qui part de ce télescope et qui pointe vers la Lune. Et ce faisceau fait l'aller-retour entre ces différentes catadioptres, revient, on fait des mesures comme ça, de la distance de la Lune à quelques centimètres près. On connaît la distance de la Lune qui est autour de 380 000 km à 1 ou 2 cm près. Ce sont des méthodes qui sont très précises parce qu'on connaît bien la vitesse de la lumière et qu'on est capable de mesurer métrologiquement l'aller-retour exactement. Et cette méthode, on l'utilise sur à peu près toutes les planètes du système solaire. Et vous avez ici les mesures basées sur une unité astronomique. Donc une unité astronomique, c'est la distance Terre-Soleil moyenne, qu'on a établi ici avec beaucoup de chiffres après la virgule. Et donc cette unité astronomique rapportée à chacune des planètes, donc pour la Terre c'est 1, et pour les autres, vous voyez cette mesure, ici il y a beaucoup de chiffres après la virgule, ça a été fait par méthode radar. Vous voyez, ça nous permet de mesurer les distances de façon très précise. Et alors, l'essence du progrès scientifique, c'est la précision des mesures, et donc on peut mesurer des variations sur les trajectoires des planètes et les perturbations de ces planètes autour de nous. Et on utilise des méthodes radar pour essayer de comprendre en quoi les perturbations de ces planètes autour du système solaire
peuvent provenir de corps qu'on n'a pas encore détectés. Vous savez, c'est la méthode de Le Verrier, hein, où il mesure une modification des orbites des planètes intérieures et il prédit l'existence de la planète Neptune, qui est ensuite observée. Donc, prédiction théorique à partir des méthodes de perturbation. Alors aujourd'hui, il est probable qu'il n'y ait plus de grosses planètes dans notre système solaire qui existent. En revanche, on sait qu'il y a un très grand nombre de petites planètes qui gravitent au-delà de Neptune. On appelle ça des objets transneptuniens, hein, au-delà de Neptune. Et ces petits objets qui ont des tailles qui peuvent aller jusqu'à plusieurs fois la taille de Pluton. Donc l'ancienne planète, quand on est né, nous, Pluton était encore une planète du système solaire. Maintenant, c'est une petite planète, hein, on l'a décidé ainsi. Et donc il semble qu'il y ait beaucoup de ces petites planètes qui existent à l'extérieur et qu'on peut détecter par perturbation sur les orbites des planètes proches avec cette méthode. Allez, je digresse trop. Deuxième méthode, c'est la méthode des parallaxes. Alors là, je vais vous demander de faire une petite expérience. Vous allez lever le bras avec votre pouce en face de vous, hein, à peu près au niveau du nez. D'accord ? Et là, vous allez fixer le fond de l'écran, ici, ce que vous voulez, et vous allez fermer un œil, puis l'autre. Hein, vous allez cligner de l'œil. Et en principe, vous devriez voir le pouce bouger, hein, par rapport au fond d'écran. Vous venez de mesurer le parallaxe de votre pouce par rapport à la distance de votre œil. L'angle avec lequel il a bougé, c'est l'angle qui vous permet de mesurer sa distance de l'observateur à l'objet. Et pour ça, vous avez besoin d'avoir un fond immobile très lointain, qui est le fond de référence. Et donc cette méthode, très simple, qui est une méthode géométrique classique, on l'utilise en astronomie avec une distance entre les deux yeux qui est plutôt le diamètre de la révolution de la Terre autour du Soleil, donc 300 millions de kilomètres. Donc on va faire une mesure d'une position d'une étoile à une position donnée sur la révolution terrestre, on attend 6 mois et on refait la même mesure 6 mois après. Et ce qui va se passer, bien sûr, c'est ce qui se passe avec votre pouce. L'étoile, elle va bouger par rapport aux étoiles d'arrière-plan. Vous voyez les 6 étoiles qui sont très lointaines, elle ne bouge pas, et vous voyez l'étoile qui fait une espèce d'ellipse qui correspond à l'angle sous-tendu par le triangle de position de la Terre et distance de l'objet. Et cette méthode, qu'on appelle la méthode des parallaxes, elle est géométrique, donc on connaît exactement la précision de l'objet en fonction de l'angle mesuré. Alors bien sûr, si l'objet est trop loin et si l'angle sous-tendu est trop petit, on perd en acuité, on perd en précision, et là on peut plus mesurer les objets au-delà de quelques milliers d'années-lumière de la Terre. Juste pour donner un ordre de grandeur, on a inventé donc cette unité qui s'appelle le parallaxe seconde, donc parsec en contraction, et ce parsec, qui correspond à 1 seconde d'arc sur le ciel, c'est-à-dire 1 degré divisé par 3600, correspond à une distance en années-lumière de 3,26. Donc 1 parsec, c'est environ 3 années-lumière. Donc gardez ça un petit peu à l'esprit. Et les astronomes, ils ont décidé d'utiliser le parsec plutôt que l'année-lumière comme unité de mesure dans leur papier scientifique. Et cette méthode a été utilisée récemment par le satellite Gaia, qui est un satellite de l'ESA, donc de l'Agence spatiale européenne, qui a mesuré la distance alors, on a choisi 1,5 milliard d'étoiles autour de nous, parce qu'on ne pouvait pas toutes les mesurer. Mais en réalité, on aurait pu mesurer les 150 milliards d'étoiles de notre galaxie, et les mesurer à une précision en fonction de leur distance. Alors j'ai regardé un petit peu les chiffres, juste pour vous donner une idée. Gaia mesure pour 2 milliards d'étoiles une distance qui est valide à 2% pour les objets les plus proches et à 20% pour les objets les plus lointains. Donc on connaît la distance des objets à 20% près. Et ça nous permet donc de retracer non seulement la position physique des objets dans notre galaxie, mais aussi leur mouvement, puisque Gaia a fait des mesures sur plusieurs années, et on voit les étoiles bouger, donc on voit les mouvements propres des étoiles entre la première mesure faite en 2009 et la dernière mesure faite en 2013. Et donc cette méthode est extrêmement robuste. Alors là, on n'a plus de méthode géométrique, on est au-delà d'une certaine distance, quelques dizaines de milliers d'années-lumière, et on n'a plus de capacité de pouvoir mesurer les angles. Et donc on est obligé de se rabattre sur des méthodes lumineuses.
Et les méthodes lumineuses utilisent des phénomènes qu'on a appris à connaître. Alors ce phénomène-là, il a été découvert par une astronome qui s'appelle Henrietta Leavitt au début du XXe siècle, qui a été en fait la fondatrice de l'astronomie moderne. C'est vraiment la femme qui a créé la physique, sur laquelle, ou en tout cas les méthodes de mesure qui nous permettent aujourd'hui d'avoir une astronomie quantitative robuste. Et donc, ce que Henrietta Leavitt a détecté, c'est des étoiles qui pulsent. Alors, vous savez, quand une étoile finit sa vie, elle grossit en géante rouge, on a vu ça dans le module précédent, et elle va entrer dans des périodes d'instabilité où elle va se mettre à gonfler et à rétrécir, et à se contracter. Ce sont des périodes de pulsation. Donc, ces intervalles d'instabilité sont bien connus, et certaines étoiles vont entrer dans une pulsation avec une période. Donc, ce que vous avez en haut, c'est l'imagerie de la période en fonction du temps. Et pour cet objet en particulier, vous avez une période de pulsation de 5,37 jours, entre deux pulsations successives. Et on peut mesurer l'intensité de la pulsation quand l'étoile est petite et quand elle est grande. Quand elle est grande, elle émet plus de lumière, quand elle est petite, elle émet moins de lumière. Et donc vous avez cette espèce de courbe ici qui se répète de façon très fidèle. Et donc on peut mesurer sur le ciel, avec un détecteur, la période de cette étoile. Et ce qu'a remarqué Henrietta Leavitt, et qui est vraiment le fondement de la méthode, c'est que l'intervalle de lumière entre le pic et la partie la plus basse est une constante absolue, qui ne dépend que de la période de pulsation. C'est ce que vous avez écrit ici. Ici, vous avez les différentes périodes de pulsation. Une étoile peut pulser plus ou moins vite. Mais pour une période de pulsation donnée, elle va toujours avoir un intervalle de pulsation qui est absolu. Et donc qui vous donne une différence, un rapport, si vous voulez, entre la période de la phase la plus élevée et la plus basse, qui est constant pour une période. Vous voyez, ça fait une belle ligne droite. Et donc on peut utiliser cette relation pour vous dire, si jamais je mesure une pulsation de 1,2 en logarithme, donc 10 jours à peu près, et bien je sais que mon étoile, elle pulse entre telle brillance et telle brillance. À partir du moment où on a un étalon absolu et qu'on mesure une lumière apparente, on peut faire le rapport des deux, et ce qui nous ramène une magnitude apparente à une magnitude absolue, c'est la distance de l'objet. Et donc on a une méthode très robuste, fondée sur la physique stellaire, pour mesurer la distance des objets dans notre galaxie. Alors pourquoi les céphéides? Il y a trois types de mesures ici, RR Lyrae, céphéides et supernova. Les céphéides, ce sont des étoiles pulsantes très très brillantes, et donc on peut les voir à plusieurs millions de parsecs de nous. Donc on peut mesurer la distance des galaxies les plus proches sur l'environnement local de notre univers, on va dire sur l'univers on peut aller jusqu'au centre de notre superamas local qui s'appelle l'amas de la Vierge, donc à 30 millions d'années-lumière, une dizaine de millions de parsecs, avec cette méthode-là. Et c'est une méthode sur laquelle s'appuient les méthodes suivantes. Et puis la dernière méthode, c'est une méthode qui s'appuie sur le fait que l'on a découvert que l'univers était en expansion. Donc vous avez ici deux images de l'univers à deux moments différents de sa vie. Ce moment-là, c'est la taille de l'univers, ou si vous voulez son facteur d'expansion, son facteur d'échelle, au moment où la lumière est ici, et que cette galaxie-ci et cette galaxie envoient de la lumière vers nous. Cette lumière a une longueur d'onde donnée. Et puis, la lumière voyage à travers l'espace-temps, mais pendant qu'elle voyage, l'univers grandit, puisqu'il est en expansion, et quand elle arrive à notre galaxie, donc sur notre télescope, l'univers a grandi en taille, et la lumière, et ça c'est un facteur qui est relié à la relativité restreinte, la longueur d'onde de la lumière, elle est directement reliée à l'expansion de l'univers. La lumière sait, d'une façon ou d'une autre, que l'univers a grandi entre le moment où elle était émise et le moment où elle arrive, et quand la lumière grandit, sa longueur d'onde augmente et elle rougit. Et donc ce qu'on va mesurer, c'est un petit décalage entre la couleur qu'aurait dû avoir la galaxie quand la lumière a été émise et la couleur qu'elle a quand on l'observe. Vous voyez, ça se décale vers le rouge. Ce décalage, il est directement relié à l'expansion de l'univers, à la vitesse de la galaxie, telle qu'on l'a observée. Et on relie cette vitesse de la galaxie au taux d'expansion de l'univers, puisque le taux d'expansion de l'univers est constant dans le temps, dans l'espace, et que c'est une vitesse par unité de distance. Et donc, quand on mesure la vitesse d'un objet, on mesure la vitesse
et donc la distance de l'objet directement par une loi très très simple. Et ça nous permet de connaître la distance des objets très très lointains. Donc c'est la troisième méthode de mesure. Alors cette méthode de mesure, elle est beaucoup moins précise que les méthodes précédentes, tout simplement parce que les galaxies dans l'univers bougent, indépendamment de l'expansion de l'univers. Donc il y a deux composantes à la vitesse qu'on peut mesurer d'une galaxie par rapport à nous. Il y a une composante qui est liée à l'expansion de l'univers, donc elle recule pour cette raison, c'est ça qui nous intéresse. Mais il y a une composante qui dépend du fait qu'autour de cette galaxie, vous avez de la matière, vous avez des mouvements, et que cette galaxie bouge en raison de ces mouvements, de la matière locale. C'est ce qu'on appelle la vitesse propre de la galaxie. Et la vitesse propre de la galaxie, proche de nous, elle domine le signal, elle domine l'expansion de l'univers. Donc c'est une méthode qu'on ne peut utiliser qu'au-delà d'un certain seuil, quand le taux d'expansion de l'univers est 10 fois plus grand, par exemple, que les mouvements intrinsèques des galaxies. Vous me suivez? Voilà. Donc on est sur la troisième méthode de mesure des distances. La quatrième, pardon. Bien. Allez, on commence vraiment à étudier le sujet. On va commencer par la galaxie qui est autour de nous, qui est la nôtre, qui est la Voie lactée. Et donc on va voir un petit peu sa composition, puis un petit peu les mouvements de ses composantes et comment elle est fabriquée. Alors, quand on parle de galaxie, de notre galaxie, on pense bien entendu à la Voie lactée qu'on voit la nuit. Donc ça, c'est une photo magnifique qui a été prise par un de mes stagiaires au Pic du Midi, et il a fait une pause de plusieurs dizaines de minutes sur le versant sud. Et vous voyez là, ce qu'on voit ici, c'est le plan de la galaxie sur la tranche, puisque le Soleil est dans la galaxie. Et on voit ici la Cécilius Saint-Sauveur, qui est en bas, dans la plaine. Puis là, vous avez le Balaitus, là vous avez le Vignemale, enfin bon, vous avez la chaîne des Pyrénées au sud. Voilà, puis il doit y avoir quelque part le Strait de Gavarnie, mais il est peut-être un petit peu plus à l'est. Voilà, et donc ça c'est notre Voie lactée. Voilà. Et notre Voie lactée, pendant très longtemps, bien sûr on ne savait pas ce que c'était, et surtout on ne savait pas que c'était une galaxie parmi d'autres. Il a fallu attendre les années 1920 pour que Edwin Hubble démontre que les autres galaxies dans l'univers étaient au-delà de notre propre galaxie. Alors la petite histoire est la suivante. Quand on regarde le ciel autour de nous, en fait on ne voit que 3 galaxies indépendantes et la nôtre, la quatrième. Donc la Voie lactée elle est là. Et les deux autres galaxies, c'est les nuages de Magellan. Alors ici c'est une vue prise du VLT, là où je travaillais avant. Le VLT c'est au Chili, donc c'est dans l'hémisphère sud. Et donc les nuages de Magellan, on ne les voit que depuis l'hémisphère sud. Donc vous avez le petit nuage de Magellan, le grand nuage de Magellan. Et ce sont deux galaxies qui sont naines, qui gravitent autour de notre propre galaxie. Donc ça, ce sont les deux galaxies. La troisième, c'est la galaxie d'Andromède. Elle est dans l'hémisphère nord, et on peut la voir quand les nuits sont noires, que vous êtes au Pic du Midi, ou vous êtes loin des lumières de Tarbes. Et c'est une galaxie qui est vraiment très grande. Quand on fait une photo profonde de la galaxie d'Andromède dans le ciel, elle représente 3 fois le diamètre de la pleine lune. D'accord? C'est un gros objet. En général, quand on regarde, on la voit à l'œil nu, on ne voit que le centre de la galaxie, qu'on appelle le bulbe, qui est visible. Et donc, ce sont ces 3 galaxies. Et donc, c'est pas évident de se dire que ces objets, ils sont à l'extérieur de nous. Donc, première étape dans l'histoire des galaxies, Galilée, qui avec son télescope, pointe son télescope un peu partout, vous le savez, et en particulier dans la Voie lactée. Et là, il s'aperçoit qu'il est capable de résoudre, de discerner un très grand nombre d'étoiles, séparées les unes des autres, qu'on ne voit pas à l'œil nu. Et Galilée est le premier à interpréter cette nuée, qui ressemble à un nuage, comme étant un nombre énorme d'étoiles dans une direction donnée. Donc il dit, en fait, la Voie lactée, ce n'est pas du gaz, c'est un nuage d'étoiles. Un petit peu comme les gouttelettes d'eau dans le brouillard, qui, vu de loin, ressemblent à du gaz diffus, mais en fait, quand on se rapproche, on s'aperçoit que ce sont des gouttelettes d'eau. Donc on voit les gouttelettes d'eau pour chacune des étoiles, et Galilée dit l'univers doit être plus grand que ce qu'on pense. On est au XVIIe siècle. Deuxième étape, je vais très vite. La deuxième étape, c'est le XVIIIe siècle, et c'est un astronome qui était passionné de comètes. Messier, Charles Messier, a été un des premiers chercheurs de comètes après la découverte du retour de la comète de Halley par Halley. Il s'est dit, je vais détecter des comètes, et en faisant cela, il s'est aperçu qu'il y avait des objets qui ressemblaient à des comètes diffus, mais qui ne bougeaient pas sur le ciel. Alors une comète,
c'est un corps du système solaire qui se déplace, et donc il a un mouvement propre élevé, un parallaxe très élevé, et même un mouvement propre très élevé, donc on devrait le voir bouger d'une nuit sur l'autre. Et donc Messier s'est dit, tous les objets qui ne sont pas des comètes, je vais les noter. Pour les autres astronomes qui, comme moi, veulent chercher des comètes, je vais leur dire, ça c'est un objet qui n'est pas intéressant, c'est une non-comète. C'est un objet diffus, je ne sais pas ce que c'est, mais ça. Et donc Messier a fait un catalogue, qu'on appelle le catalogue Messier, qui est très utile aux astronomes amateurs aujourd'hui, puisque tous ces objets-là sont des objets magnifiques. Et dans ces objets, vous avez une multitude d'objets très très différents. Vous avez des nébuleuses planétaires, donc des étoiles mortes, vous avez des étoiles en train de naître, des régions H2, vous avez des galaxies externes à notre galaxie à nous, vous avez des amas globulaires, qui sont des amas d'étoiles dans notre galaxie, on va en parler. Et donc tout ça, ça ressemblait à des blobs avec son petit télescope, et il a dit voilà, faites attention, ça ce ne sont pas ce sont des nébuleuses. Voilà, des nébuleuses, et on ne sait pas ce que c'est. L'étape suivante, assez contemporaine à Messier. Messier c'était un contemplateur, il contemplait, il observait. Herschel déjà, William Herschel, qui était un organiste, était aussi très féru de science et de quantité. Il aimait mesurer quantitativement. Lui et surtout sa sœur. Sa sœur, Herschel, qui a travaillé toute sa vie avec lui, était un astronome de génie, qui d'ailleurs fait partie de la Société royale d'astronomie, Société royale de sciences anglaise. Et donc, les Herschel ont décidé de mesurer le nombre d'étoiles qu'il y avait autour d'eux. Et c'est ce qu'ils ont trouvé comme répartition. Alors, le point jaune, c'est le Soleil. Et puis, chaque fois que vous avez un point, c'est une étoile observée par Herschel. Alors pour faire cette carte, Herschel il a supposé que toutes les étoiles brillaient de la même façon, donc elles étaient identiques, et que leur répartition dans le ciel était homogène. Alors oui, déjà en regardant la Voie lactée que ce n'est pas le cas, mais bon, il fallait bien qu'il parte d'une idée première, et donc il a fait ça. Et donc il a trouvé cette espèce de structure très grande déjà, et très allongée. Et en fait, ce que Herschel a découvert, c'est qu'il y avait de l'extinction dans le milieu interstellaire, mais lui ne le savait pas, et que cette extinction, elle est surtout dans le plan de la galaxie. Et donc dans les zones où il y a peu d'objets, c'est que l'arrière-plan est bloqué par cette poussière qui est devant nous. Donc c'est les zones où vous avez des zones noires ici, pour le plan de la galaxie qui est vu sur la tranche. Voilà, donc Herschel est le premier à faire une cartographie de l'univers connu au XVIIIe siècle, de notre galaxie. Et ensuite, pendant une centaine d'années, on n'a pas beaucoup progressé. On a appris à décrire les nébuleuses, les unes par rapport aux autres, mais comme on n'avait aucun moyen de mesurer les distances, on ne savait pas comment faire pour connaître la taille de l'univers. Et donc l'étape suivante, c'est vraiment le début du XXe siècle. On a cet astronome de Harvard, Shapley, qui a utilisé les amas globulaires. Donc c'est une partie des amas globulaires qui ont été détectés par Messier. Donc il a réussi à mesurer la distance par des méthodes géométriques et par des méthodes surtout de luminosité. Et il a supposé aussi que les amas globulaires étaient tous la même taille. Et il en a déduit une carte beaucoup plus grande et insensible aux effets de l'extinction que Herschel, tout simplement parce que les amas globulaires, il y en a partout, y compris au nord et au sud du plan de notre galaxie, et que là il n'y a pas beaucoup de poussière, donc moins d'absorption. Et aussi dû au fait que les amas globulaires sont faits d'étoiles vieilles, rouges, qui sont moins sensibles à la diffusion de rayons de la poussière que la lumière bleue des étoiles. Et donc il en a déduit cette structuration, avec un bulbe. D'abord le Soleil, il l'a vu excentré, donc à l'extérieur du centre le plus dense d'étoiles, avec un plan qui est en bleu, un bulbe qui est en jaune, et puis chacun des ronds jaunes ici, c'est un amas globulaire qu'il a détecté à une distance donnée. Et ce que Shapley a mesuré, c'est une distance absolument stupéfiante, extrêmement grande. Shapley mesure que notre galaxie fait au moins 300 000 années-lumière de diamètre. Alors il se trompe d'un facteur 3, au moins, voire même d'un facteur 10. Et donc la conclusion de Shapley, ça a été de dire, tout notre univers est contenu dans la galaxie. Ou encore, notre galaxie est aussi grande et c'est l'univers. Voilà. Et donc toutes les nébuleuses autour de nous font partie de notre Voie lactée. Ce sont des objets dans notre Voie lactée. Et ça a donné lieu en 1920 à un très grand débat
entre Shapley lui-même et un autre astronome qui s'appelle Herbert Curtis, qui était astronome à l'observatoire de Lick, donc en Californie. Et donc ils se sont retrouvés et chacun a soutenu une thèse différente. Donc Shapley disait que tout l'univers était dans notre galaxie et Herbert Curtis disait que les nébuleuses comme l'Andromède, c'était des galaxies qui étaient à l'extérieur de la nôtre et l'avenir a prouvé que c'est Curtis qui avait raison. Mais il a fallu attendre encore 5 ans, 1925, pour que Hubble récupère les travaux de Henrietta Leavitt et mesure la distance directement dans les galaxies avec les céphéides contenus dans ces galaxies proches. Et il en a déduit à la fois que les galaxies étaient lointaines, et en 1929 que l'univers était en expansion, puisque toutes les galaxies s'éloignaient de nous, en raison de leur distance. Voilà pour la petite histoire. Bien, alors, on arrête pour la partie historique. Une fois qu'on a découvert que les galaxies étaient indépendantes les unes des autres et que c'était les mêmes objets, les progrès sont allés très très vite. Avec une interprétation de la façon dont les étoiles brillent, la dynamique newtonienne et les bonnes interprétations sur la distance des objets, c'est allé très vite. Alors aujourd'hui, on peut décrire notre galaxie, la Voie lactée, avec ce schéma. Et ce schéma, il vous montre une grande complexité. Alors c'est un dessin bien sûr, pour ne pas s'extraire de notre galaxie. Donc on est ici, le Soleil, il est à peu près aux 2/3 extérieurs de la Voie lactée, dans le plan de la galaxie, et il tourne autour de notre galaxie à une vitesse qui est un peu arbitraire, qui est de 200 km par seconde. Et donc il tourne notre galaxie en 200 millions d'années. Faire un tour complet. Et donc une galaxie comme la Voie lactée, ce qu'on appelle une galaxie à disque, elle a deux composantes principales. Elle a un disque plat d'étoiles denses, qui représente à peu près entre la moitié et un tiers de sa masse, qui contient des étoiles plus jeunes, qui tournent toutes dans le même sens, et donc ça donne une rotation cohérente au disque. Donc les galaxies à disque, elles tournent, et elles contiennent aussi parfois, pas toutes, mais beaucoup, des bras spiraux. Et donc une composante dynamique, le disque qui tourne sur lui-même. Puis une deuxième composante que vous avez ici en surimpression, qu'on appelle le bulbe. Le bulbe de la galaxie, c'est une deuxième formation d'étoiles. Alors ce bulbe, en fait, c'est le centre le plus dense d'un halo qui contient beaucoup d'étoiles, mais qui est très diffus et qu'on ne voit pas très bien à l'extérieur. Et les composantes qu'on voit le mieux dans le halo extérieur de notre galaxie, ce sont les amas globulaires que vous avez représentés ici, et qui représentent entre 50 et 80% de la masse des étoiles dans le halo. Et cette composante de halo, elle ne tourne pas sur elle-même, donc elle ne fait pas un tour constant. Chacune des étoiles a une trajectoire très elliptique, très allongée, entre l'extérieur et l'intérieur du plan de la galaxie. Donc si vous voulez, les étoiles elles font des choses comme ça, comme ceci, comme ceci, comme ceci, dans toutes les directions. Il n'y a pas de rotation cohérente entre les différentes étoiles, ce qui fait que vu de loin, la somme de toutes ces étoiles qui sont à différentes une espèce de sphère, une espèce de sphéroïde, d'ellipsoïde. Donc c'est une composante qu'on appelle sphéroïde d'étoiles. La composition des étoiles, on la verra. Et en plus de tout ça, alors je ne vous parle que d'étoiles, il y a une composante nébulaire, gazeuse, principalement du gaz d'hydrogène, qu'on retrouve dans le disque des galaxies, à différentes températures, phases, densités, en fonction de leur température et du comportement dynamique du disque. Et en tout, vous voyez, ça fait une galaxie d'un bord à l'autre. Une galaxie géante comme la Voie lactée fait 30 kg par seconde, donc vous vous souvenez, ça fait 3 années-lumière, donc ça a environ 1 année-lumière de diamètre. Donc la lumière met 100 000 ans pour aller d'un bout à l'autre. Alors, une petite représentation pour vous décrire un petit peu les composantes. Le bulbe de la galaxie, il a une forme de sphère, il contient des étoiles anciennes, des étoiles qui, donc ça veut dire que son âge est assez ancien, donc il n'a que des étoiles vieilles qui sont riches en métaux. Alors là tout de suite, je vous avertis, les astronomes ils sont très paresseux, ils n'aiment pas beaucoup la représentation de Mendeleïev, le tableau périodique des éléments, et donc ils ont décidé de simplifier tout ça. Ils ont dit il y a 3 types d'éléments, il y a l'hydrogène, il y a l'hélium et il y a les métaux. Donc tout ce qui est plus lourd que l'hélium est considéré comme un métal pour les astronomes. Voilà. Et donc, quand je parle de métaux, je parle de tous les éléments qui ont été créés
dans les étoiles par thermonucléaire, et donc tous les éléments qui servent dans la vie, hein, carbone, azote, oxygène, azote, oxygène, carbone, et puis il en manque un, hydrogène. Et les oligo-éléments, bien sûr. Et donc tout ça, c'est riche. Donc le centre de la galaxie semble que c'est une composante évoluée. Le halo, c'est un petit peu comme le bulbe de la galaxie, sauf qu'il a il a beaucoup d'amas globulaires et il a moins de métaux que le bulbe de la galaxie. Et il s'étend très très loin, hein, jusqu'à des distances allant 2 fois la taille du disque. Donc ça c'est pour le halo. Dans le disque, vous avez des étoiles qui sont jeunes, brillantes, plus chaudes, et qui suivent un mouvement similaire au Soleil, c'est ce que je vous ai dit, qui est cohérent. Alors quelques étoiles dans ce disque ont des mouvements un peu plus rapides, un peu plus oscillants, et pas forcément dans le plan du disque, et en fait, comme les deux composantes sont intriquées, on pense que ces étoiles qui ont des vitesses perpendiculaires au champ, elles appartiennent au halo, hein, et pas au disque. Elles traversent le disque au moment où on les voit, mais elles appartiennent au halo. Voilà, donc ça c'est assez clair, hein. Toutes les galaxies spirales, elles ont à peu près cette structure. Et puis vous avez la composante gazeuse. Alors une étoile, un gaz d'étoile, ce sont des objets compacts qui émettent de la lumière et qui produisent leur propre énergie. La composante gazeuse, c'est ce qui se passe avant que les étoiles arrivent dans le disque. Et la composante gazeuse, c'est principalement de l'hydrogène et un petit peu d'hélium. 10 atomes d'hydrogène pour un atome d'hélium. On en reparlera quand on parlera de la naissance de l'univers. Et donc on la trouve essentiellement dans le disque, hein, cette composante gazeuse. Et elle est davantage confinée, c'est-à-dire qu'elle est plus proche du plan 0 de la hauteur du disque, elle est vraiment dans le plan. Elle représente une épaisseur de moins d'une année-lumière, alors que la composante stellaire, elle se répartit de part et d'autre du disque de façon plus épaisse. Et cette composante gazeuse, c'est ce qu'on appelle le milieu interstellaire entre les galaxies. Alors je reviens sur les cartographies que l'on peut faire de notre galaxie. Donc on est dedans, hein, on voit toujours un plan. Et ce sont des projections sphériques à chaque fois, donc qui montrent la totalité de la sphère céleste et de la partie que l'on voit dans notre galaxie. Et pour chacune des cartes, vous avez une longueur d'onde différente, donc une couleur différente utilisée pour analyser la structure qu'on voit dans la galaxie. Et à chaque longueur d'onde correspond un processus physique de fabrication. Donc, je ne vais pas aller dans le détail, mais on part du radio tout en haut, hein, avec des longueurs d'onde de l'ordre du mètre. Et là, on mesure la quantité d'hydrogène dans notre galaxie répartie. Alors, c'est des fausses couleurs, hein, bien sûr, hein, sauf pour l'image optique, même pas. C'est que des fausses couleurs, et ça vous montre juste là où il y a un objet qui émet dans cette longueur d'onde. Et en descendant, vous avez un ciel qui est de plus en plus énergétique, avec des objets qui sont de plus en plus énergétiques. Ça va du radio jusqu'au rayon gamma ici. Rayon gamma, vous savez, c'est le rayonnement produit par les désintégrations radioactives dans les réacteurs nucléaires. Et donc, ce sont des processus qui sont extrêmement énergétiques. Et vous voyez que la vue de notre galaxie change énormément d'une longueur d'onde à l'autre. Et donc, les processus physiques à la source de la création des objets qui émettent cette lumière sont très différents, et l'histoire de la physique, de l'astrophysique, c'est de comprendre comment se sont formées toutes ces composantes au cours des âges. On revient à notre galaxie et on va fabriquer, alors ça date des années 70, avec des observations radio principalement, qui peuvent voir à travers la poussière de notre galaxie. On fabrique une vue, donc c'est une interprétation des mesures qu'on peut faire dans la tranche de notre galaxie, et on a fait une cartographie polaire, hein, c'est-à-dire que, et la cartographie polaire, on l'a fait à partir du système solaire. Donc vous avez cette espèce de grille qu'on appelle les coordonnées galactiques. Vous avez une longitude dans le plan de la galaxie et une latitude qui est perpendiculaire au plan de la galaxie, et donc la longitude, elle est égale à 0 quand on pointe vers le centre de la galaxie. Et ensuite, on a 360 degrés qui nous permet de savoir où on est dans le plan de la galaxie. Et donc, on voit qu'il y a énormément de structures dans notre galaxie, et notamment des bras spiraux. On observe 3 bras spiraux, et surtout une barre. Vous voyez, on pourrait penser que notre galaxie est une spirale, mais c'est une spirale barrée. Vous avez un élément ici d'étoile au sein du bulbe, où les étoiles font des allers-retours. Et elles font des allers-retours toujours dans la même direction.
Ce qui fait qu'on a une plus grande densité d'étoiles dans cette direction-là, et c'est ce qu'on appelle une barre dans les galaxies. Voilà, donc ça c'est notre Voie lactée. Vous voyez, c'est un objet qui est relativement complexe, et dont on commence à connaître les détails. Alors, le milieu interstellaire, la partie non stellaire, donc pas faite d'étoiles mais faite de gaz, on peut la subdiviser en 4 composantes que vous avez imaginées ici, hein, dans différentes longueurs d'onde. On voit ces composantes qui sont émises, qui sont froides, donc qui sont émises dans l'infrarouge. Et donc vous avez d'abord du gaz chaud, qu'on appelle le gaz ionisé. C'est-à-dire le gaz ionisé, c'est le gaz où on a arraché des électrons et il ne reste que le proton. Donc c'est l'hydrogène ionisé, qu'on appelle H2. Et cet hydrogène ionisé il représente environ 15% de la composante de gaz dans le plan de la galaxie. Et il est très diffus. Hein. Il a des densités de moins de 1 atome par centimètre cube, ce qui est du vide absolu. Hein. Jamais on réussira à faire un vide pareil dans les laboratoires terrestres. Hein. Donc c'est vraiment très très diffus. Et il a des températures qui sont chauffées par les étoiles à côté, de l'ordre de 10 000 à 100 000 Kelvin, donc en gros degrés Celsius. Parce que là, la différence entre le degré Celsius et Kelvin, c'est 273 degrés. On est dans l'ordre de plusieurs milliers, donc on peut dire que c'est la même échelle. Donc première composante. Deuxième composante, le gaz neutre. Alors lui, c'est le plus dense, enfin le plus dense, le plus fréquent. Il couvre 65% à peu près de la quantité de gaz dans notre galaxie. Et il a des densités un petit peu plus fortes que le gaz ionisé. Et on le retrouve un petit peu plus loin dans le plan de la galaxie. Et il a des températures qui vont de 100 à 1000 Kelvin, à 10 000 Kelvin. Troisième composante, le gaz moléculaire. On refroidit de plus en plus, on est de plus en plus dense et on est de plus en plus froid. Le gaz moléculaire, c'est 2 atomes d'hydrogène qui se mettent ensemble pour former une molécule de H2 dans le milieu interstellaire. Et si ces 2 composantes sont visibles par rayonnement, ils émettent du rayonnement par différentes méthodes, celui-ci est beaucoup plus compliqué à détecter, parce qu'il n'émet rien. On ne connaît pas de façon très simple de voir le gaz moléculaire en hydrogène. Et donc comment fait-on? Eh bien on va regarder des molécules qui sont présentes dans ce gaz et qui sont des traceurs de ce gaz H2, et une des molécules qui, elle, émet des radiations, c'est la molécule de monoxyde de carbone. Donc on se sert du monoxyde de carbone pour tracer la présence d'hydrogène moléculaire dans notre galaxie. Et c'est grâce à ça qu'on sait que c'est un gaz qui est très froid. Alors là, on est à moins de 50 Kelvin, c'est-à-dire on est à moins de 220 degrés Celsius. C'est vraiment le milieu interstellaire froid, et c'est aussi le milieu où se forment les étoiles, hein, où le gaz finit par s'effondrer. Dernière composante qui est assez peu importante d'un point de vue nombre, mais qui est très très importante d'un point de vue observationnel, c'est la poussière. La poussière elle a des impacts très forts sur notre capacité à voir les objets, à la fois en absorption et en rayonnement. Et donc cette poussière, elle aussi, elle est froide, hein, comme le gaz moléculaire. Et alors, on appelle ça de la poussière, mais en réalité, ce sont des agrégats atomiques très très petits, de quelques dizaines de nanomètres, parfois jusqu'au micron. Mais c'est beaucoup plus petit que les grains de sable qu'on a par exemple sur nos plages, ou même les petits aérosols. Ce sont des grains qui ressemblent beaucoup aux aérosols qui sont produits par exemple dans les énergies fossiles par les diesels. Vous voyez, c'est de l'ordre de quelques microns et moins. Et donc cette poussière, on la retrouve aussi de nouveau dans le plan des galaxies, et vous voyez que la densité peut être très grande, bien sûr, et leur température est assez faible. Voilà, donc ça c'est le milieu interstellaire. Alors je vous ai parlé des métaux tout à l'heure, je reviens dessus, et vous avez ici une vue polaire de la Voie lactée, de nouveau, hein, et on a fait un graphique où il y a le rayon, c'est en X, et la quantité de métaux. Alors c'est la somme de tout ce qu'on peut mesurer, hein, mais là en particulier c'est le fer qu'on va mesurer. Et vous avez en surimpression une photo avec la position des bras spiraux dans notre galaxie. Le Soleil, il est là, hein, donc il se situe à peu près ici. Et vous voyez que la quantité en fer, ramenée à la quantité solaire, toujours, hein, on mesure toujours par rapport à ce qu'on connaît, eh bien elle varie en fonction de la position des étoiles, si elles sont dans les bras spiraux ou non. Vous voyez qu'elle commence à être un peu faible, à peu près niveau solaire dans le bulbe, puis elle augmente. Pour le bras intérieur de la Voie lactée, elle devient très grande, puis elle baisse pour l'endroit où on est dans le Soleil, puis elle remonte de nouveau pour le bras
extérieure, et ensuite elle redescend et elle disparaît complètement. Et une autre façon de voir cette cartographie perpendiculairement au plan de la galaxie, donc là vous avez ici le plan de la galaxie qui est dans cette direction, le Soleil est là, et on a mesuré, et le code couleur vous donne la quantité de fer que vous avez par rapport au Soleil. Donc si vous avez un FE sur H qui est égal à 0, ça veut dire que vous avez la même quantité de métaux que le Soleil. Et vous voyez que tout est négatif ici, donc tout est inférieur au Soleil. Donc toutes les étoiles qu'on a autour de nous, elles ont moins de métaux que le Soleil lui-même. Et vous avez des gradients qu'on appelle. À certains endroits, on a davantage de métaux. Puis plus on s'éloigne du plan de la galaxie vers l'extérieur, plus le nombre de métaux diminue dans le halo. Et même chose vers le plan de la galaxie. Puis on a des zones où il y a une augmentation du nombre de métaux. Et alors, ce que ça nous dit, ça, c'est que ces métaux, ils ont été fabriqués à un moment donné dans la galaxie. Et donc, mesurer des gradients de métallicité, de quantité d'atomes produits par les étoiles, c'est mesurer la façon dont la galaxie s'est formée. Donc on utilise ce genre d'outils pour savoir à quel moment les étoiles ont été formées, dans quelle région et par quel processus physique. Donc on utilise ces outils qui nous permettent d'émettre des hypothèses, et en particulier, une des hypothèses de formation de notre galaxie, c'est de dire que la partie sphéroïde, la partie où les étoiles se promènent dans la dimension sphérique, c'est la partie la plus ancienne qui a été formée au tout début de l'univers, et que la galaxie s'est formée de l'intérieur vers l'extérieur. Et donc, les premières étoiles qui se sont formées ont formé les premiers métaux et ont enrichi le milieu interstellaire. Et donc on s'attend à ce qu'il y ait des gradients de métallicité avec peu de métaux au centre et davantage de métaux vers l'extérieur, ou l'inverse. Si on voit un gradient négatif, les étoiles sont formées d'abord à l'extérieur de la galaxie et se sont formées ensuite au cours du temps vers l'intérieur. Et c'est pour ça qu'on voit ces gradients de métaux fabriqués. Et donc ce sont des outils de fabrication. Dernier élément pour notre galaxie, puis ensuite on passera aux autres galaxies, les champs magnétiques. Alors les champs magnétiques, il y en a sur Terre, il y en a autour du Soleil. Les processus de fabrication locaux, on les connaît bien, c'est ces phénomènes dynamo, c'est des entraînements de charge. Dans le cas d'une galaxie, c'est assez compliqué de fabriquer un champ magnétique, on ne sait pas comment ils ont été fabriqués. On sait juste qu'on les observe. Et donc l'observation, elle est faite toujours, c'est la même carte polaire ici, on a le Soleil qui est situé ici, et on a fait des percées. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on mesure la rotation des rayonnements électromagnétiques, qu'on appelle la rotation Faraday, qui nous permet de savoir quel champ magnétique il y a à quel endroit. Et la couleur vous donne l'orientation et l'intensité des champs magnétiques dans toutes les directions autour du Soleil. Donc on prend ces cartes de mesure, et alors ça c'est un type de mesure. Un autre, ça peut être de mesurer l'orientation des poussières dans notre galaxie, et les poussières s'orientent selon les champs magnétiques. Donc vous avez ici une cartographie qui a été faite par un satellite. Alors ça c'est vu depuis la Terre, et ça c'est vu par un satellite, le satellite Planck, qui nous a permis de faire une cartographie très très fine des lignes de champs magnétiques. C'est pour ça que c'est un petit peu plissé, c'est parce que ça représente la distribution des champs magnétiques dans la galaxie. Et à partir de ces deux représentations, on peut fabriquer un modèle bidimensionnel ou tridimensionnel de l'orientation et de la forme du champ magnétique dans la galaxie. Alors les champs magnétiques dans les galaxies représentent de l'ordre du micro-Gauss. Pour vous donner une ordre d'idée, le champ magnétique terrestre, c'est 0,5 Gauss. Donc un demi-Gauss. Dans la galaxie, on a des champs qui sont de 500 000 à 1 million de fois plus faibles. Et donc, alors on a une sensibilité qui est très bonne, donc on peut les mesurer, mais ce ne sont pas des champs qui dominent complètement la physique du milieu. Mais bon, ils sont là, il faut les expliquer. Voilà, et je finis la description de notre Voie lactée avec une petite... alors tous ces travaux-là, ce sont des travaux qui ont été faits dans les années 2000, et jusqu'à aujourd'hui on continue de développer les méthodes d'observation. Ce que vous avez là ici, c'est une photo qui a été prise au Cerro Paranal, donc au VLT, et vous avez un télescope qui envoie un faisceau laser qui lui permet de corriger les effets de distorsion atmosphérique et de voir très précisément les étoiles derrière, en faisant abstraction de la turbulence atmosphérique, ce qu'on appelle l'optique adaptative. Donc cette photo-là, le laser pointe directement vers le centre de la galaxie, et c'est une des méthodes qu'on utilise pour mesurer très précisément la position du centre de la galaxie, des étoiles là-bas.
Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un film qui vous montre, alors c'est un zoom, hein, je vais vous en montrer deux, qui vous montre ce qu'on est capable de faire avec les télescopes modernes. Voilà, donc voilà, on est en train de zoomer. Et le centre de la galaxie est dans la constellation du Sagittaire. Donc là, vous voyez, on est en visible, optique. Et on va entrer au-delà du visible vers l'infrarouge, puisque à partir d'un certain moment, le plan de la galaxie nous bloque la lumière, donc on ne la voit plus. Donc là, on a la lumière infrarouge. Vous voyez, on est encore en train de zoomer. Et on se rapproche du centre de la galaxie qui est à 20 000 années-lumière de nous. Et dans ce centre de la galaxie, on peut détecter des étoiles qui tournent autour du centre réel de la galaxie. On va les identifier là. Et ces étoiles, on peut les voir bouger. Quand on fait des photos sur une dizaine d'années, on va voir ces étoiles. Alors ça, ce sont des données réelles qui ont été prises avec le télescope Naos Konica, enfin l'instrument Naos Konica au VLT. Et vous voyez, les objets ils bougent en fonction du nombre d'années. Quand un objet bouge, il bouge en raison de la quantité de matière qui est présente localement. Et en particulier cet objet-ci, ici, il fait une ellipse parfaite. Et cet objet-ci nous a permis de savoir combien de matière il y avait à l'intérieur. Il tourne autour de quelque chose qu'on ne voit pas. Et quand on fait la mesure de la quantité de matière contenue dans cette partie-là de la galaxie, qui représente moins de 1000 années-lumière, c'est quelques centaines de parsecs, on trouve 4 millions de masses solaires. 4 millions de masses solaires dans ce volume-là, la relativité générale nous dit que la lumière ne peut pas s'en échapper. Nous avons donc un trou noir au centre de notre galaxie. Ça a été détecté dans les années 2000. L'hypothèse que les centres des galaxies contiennent des trous noirs était connue. C'était une des hypothèses de formation des galaxies, mais il fallait les mesurer, les détecter. Donc ça, c'était la première détection indirecte de la présence d'un trou noir. Et depuis, on a trouvé... Alors là, je vous montre un petit peu une modélisation de ce centre de la galaxie, où chacun des points violets, ici, est une étoile, et vous voyez, on la voit bouger. Alors ça, c'est une modélisation des données, et vous voyez l'année en haut, là, qui augmente. Et donc on peut prédire la position des étoiles dans les années qui viennent, pour voir si c'est un excellent test de relativité générale. Vous voyez, il y a les différentes orbites elliptiques des étoiles qui tournent autour du centre. Et avec le trou noir, il est là. C'est l'objet qu'on ne voit pas, mais qui est là. Alors ça, c'est les méthodes directes de mesure de position des objets. Alors vous voyez, on peut remonter autant qu'on veut. La physique, elle est infinie, donc il y a un peu de précession, donc on peut mesurer les effets de relativité générale, tester les théories physiques, mais globalement, ça marche assez bien. Et quand on utilise des radiotélescopes pour faire des mesures beaucoup plus fines et beaucoup plus résolues grâce aux méthodes de synthèse d'ouverture, on est capable de faire l'image directe de ce qui se passe très près du trou noir. Est-ce que ce que vous avez ici, et là de nouveau je vais vous montrer un zoom, j'espère que ça va marcher parce que j'ai besoin d'avoir le... Voilà, Internet. Donc là on part de ALMA. On va couper la... Vous voulez la musique? Allez. Voilà, ce que vous avez vu là, c'est le zoom de l'image qu'on a réussi à fabriquer avec un télescope qui est à synthèse d'ouverture. C'est un télescope radio qu'on appelle le télescope de l'horizon des événements. Et ce télescope réussit à nous faire l'imagerie du disque d'accrétion, donc de la matière qui est accélérée autour du trou noir qui est là, que l'on ne voit pas évidemment. Mais on voit toute la matière qui est accélérée à des vitesses proches de la vitesse de la lumière et qui réémet une partie de sa masse sous forme de rayonnement d'énergie. Einstein nous dit que l'énergie et la lumière, que l'énergie et la matière c'est la même chose. Et donc on voit ce disque d'accrétion autour du trou noir. Et donc cette image, elle s'est servie de 4 ou 5 radiotélescopes séparés de plusieurs milliers de kilomètres autour de la Terre. Donc c'est l'équivalent d'un télescope de la taille du diamètre terrestre.
qui nous permet de faire ce type d'image. Et donc, oui, nous avons un trou noir au centre de notre galaxie. Alors, parlons un petit peu de la façon dont les objets se déplacent, maintenant, dans notre galaxie toujours. Les mouvements dans la galaxie, ce sont des mouvements qui sont, comme nous le dit Newton, des mouvements d'elliptique. Et vous avez donc deux types de mouvements, des mouvements dans le disque, qui ont des ellipticités faibles, donc qui tournent autour du centre de la ligne du disque, et dans le halo, des mouvements avec des ellipticités très fortes, très élevées, dans notre galaxie. Et puis on a aussi d'autres choses qu'on a découvert il n'y a pas très longtemps, il y a une vingtaine d'années, qu'on appelle les courants stellaires. Alors on utilise la moyenne de tous les mouvements des étoiles autour du Soleil pour définir le mouvement global des étoiles autour de nous, qu'on appelle le mouvement du référentiel local du Soleil. Et c'est un mouvement qui tourne autour de la galaxie, je vous l'ai dit, en 200 millions d'années, et dont le Soleil fait partie. Puis au-delà du mouvement circulaire simple, le Soleil, il y a des petites déviations. Par exemple, il oscille autour du plan de la galaxie sous forme d'une vague. Et donc il met 30 millions d'années pour passer du sommet de la vague au fond de la vague. D'ailleurs, certains physiciens ont fait l'hypothèse que quand on sort du plan de la galaxie, le champ magnétique nous protège moins et on est bombardé par des rayonnements des bombardements cosmiques qui réchauffent le centre de la Terre et qui provoquent des éruptions massives. Et ils ont pris ce phénomène comme hypothèse possible de la disparition de certaines espèces. Quand on hésitait encore entre les éruptions massives volcaniques ou les chutes de météorites. Alors on sait que maintenant, probablement que la plupart des disparitions sont liées à des événements cosmiques de crash d'astéroïdes. Voilà, donc c'est le mouvement du Soleil autour de la galaxie. Et puis le Soleil bouge un petit peu par rapport au mouvement local des étoiles. Donc tout ça, c'est des choses qui ont été confirmées et vérifiées par la sonde Gaïa dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais ce que je voulais vous mentionner aujourd'hui, c'était l'existence de ces courants. Dans le halo de la galaxie, on a des endroits où les étoiles ont l'air de suivre des rivières d'étoiles, un petit peu comme celle que vous avez là-haut. Et on s'est posé la question de savoir d'où ça venait pendant assez longtemps. Et quand on a observé en détail les galaxies autour de nous, et notre galaxie aussi, on s'est aperçu que les galaxies pouvaient fusionner entre elles et se transformer donc d'une galaxie à une autre, uniquement en absorbant les étoiles les unes autour des autres. Et il y a deux types de fusions comme ça. Il y a des fusions majeures, quand les deux galaxies ont à peu près la même taille, la même masse, et c'est ce que vous avez ici. Ici, les fusions qu'on observe autour de nous, prises avec le télescope spatial Hubble, elles vous montrent des objets qui ont à peu près la même taille, et dont l'effet est majeur d'un point de vue morphologique. Alors, vous vous souvenez que je vous ai dit au tout début que quand une galaxie rencontre une autre galaxie, les étoiles ne rentrent pas en collision les unes avec les autres. Chacune des galaxies est un gaz d'étoiles vide. La probabilité qu'une étoile rentre en collision avec une autre étoile dans l'autre galaxie est de l'ordre de 10 puissance 17 années, c'est-à-dire 100 millions de fois l'âge de l'univers. Donc les étoiles sont tellement séparées les unes des autres qu'elles ne se rencontrent pas. Tout ce qui change, c'est la forme de l'objet. La forme de l'objet, par exemple, le disque va disparaître, on va avoir un sphéroïde dehors un disque, et vous avez cette évolution ici qui est observée en direct. Alors il s'agit d'objets différents, ça met des milliards d'années à évoluer, mais l'effet final, c'est de transformer la forme de l'objet, mais pas de changer, pas de faire entrer les étoiles en collision les unes avec les autres. En revanche, les étoiles ne se cognent pas entre elles, mais les nuages de gaz, eux, ils sont étendus, et eux, ils sont pas des nuages non collisionnels. Donc eux, ils vont entrer en collision les uns avec les autres, et quand deux galaxies se forment, les nuages de gaz vont former de nouvelles étoiles, ce qu'on appelle un sursaut de formation stellaire. Et c'est ce que vous avez là. Ici, là, vous avez des étoiles qui sont en train de se former en raison de l'effondrement successif de tous les nuages de gaz qui se rencontrent dans le disque d'une galaxie et de l'autre. Alors ça, c'est des fusions majeures. Il existe aussi ce qu'on appelle des fusions mineures. Et les fusions mineures, c'est quand, en gros, une galaxie en mange une autre. Quand une galaxie géante va absorber une galaxie naine qui lui trotte autour. Et en fait, les courants que l'on voit, les courants dans le halo, les rivières d'étoiles, ce sont les fossiles des collisions mineures dont je vous ai parlé. Alors je vous donne un exemple ici de ce que l'on pense qui va se passer entre notre galaxie, la Voie lactée, qu'on a ici, et la galaxie d'Andromède, qui est une galaxie comme la nôtre, à 2 millions d'années-lumière,
dans la constellation d'Andromède, et qui contient à peu près le même nombre, un peu plus, hein, autour de 200 milliards d'étoiles. Donc les deux galaxies se rapprochent l'une de l'autre à une vitesse de 120 km à la seconde, à peu près, ce qui est mais lent, parce que les deux objets sont lointains. Et voici ce qui va se passer. Donc là, on est aujourd'hui. Dans 3,75 milliards d'années, Andromède sera beaucoup plus proche. Donc elle va prendre une bonne partie du ciel, et on aura notre galaxie qui est toujours là, hein, c'est le plan de notre galaxie. Et puis très vite, les deux galaxies vont commencer à changer leur forme. Hein, elles vont ce qu'on appelle gauchir les disques. Donc ça va ressembler à ça au bout de quelques centaines de millions d'années après. Donc là on est à 4 milliards d'années-lumière. Et vous voyez que les deux galaxies sont en train de se déformer complètement. Enfin on voit surtout les plans là. Hein, et de former des étoiles l'une dans le plan de l'autre. Et commencer à se mélanger. Et le résultat final, au bout de 6 milliards d'années, ça va être la disparition complète des deux disques et la formation d'une nouvelle galaxie elliptique. Et donc on sera toujours dans la partie extérieure de cette galaxie, et on verra le centre de notre galaxie qui ne sera plus un disque, il n'y aura plus de Voie lactée, il y aura ça. Hein, il y aura une espèce de grande boule qui contient 2 fois plus d'étoiles qu'avant, et les étoiles sont plus faibles. Donc c'est une fusion assez classique. Et les rivières d'étoiles qu'on observe autour de nous, eh bien ce sont des galaxies qui ont été mangées par la nôtre. Et vous voyez ici, vous vous souvenez, je vous ai montré le petit nuage de Magellan et le grand nuage de Magellan. C'est deux galaxies qui sont là. Et cette photo, elle a été prise en H1. Donc c'est une photo radio qui vous montre un énorme déformation de marée de gaz chaud qui prend pour origine ces deux galaxies et qui montre la trajectoire probable des deux galaxies autour de la nôtre. Autrement dit, ces deux galaxies sont en train de se faire manger par la nôtre. Et on le voit en radio. On voit le gaz d'hydrogène qui est en train de se faire absorber. Et bien sûr, après quelques années, les galaxies vont être complètement détruites par effet de marée et vont être égrenées sous forme d'un courant magellanique, toutes les étoiles qui appartiennent à ces deux galaxies qui vont former un nouveau courant d'objets. Donc ça, c'est une observation. Ça, c'est un modèle. Alors, parce qu'on comprend bien cette partie-là, mais cette partie-là, on la comprend un peu moins. Et donc, on est obligé de faire des modèles pour comprendre un petit peu toutes les composantes des gaz dynamiques. Donc voilà ce qui se passe en ce moment dans notre galaxie, qui a l'air d'être gentille comme ça, mais qui est en train de dévorer toutes ces galaxies naines, les unes après les autres. Dès qu'elles s'approchent un petit peu trop de notre galaxie, hop, on la mange. Voilà, le monde des galaxies est vraiment sauvage. Voilà, et donc notre galaxie, comme la nôtre, dans l'univers, on sait qu'il y en a beaucoup, hein, on sait depuis Hubble, et vous avez ici deux images totalement inédites, que vous n'aurez pas le droit de montrer, hein, qui viennent directement du satellite Euclid, qui a été lancé en juillet, et qui vous montre une toute petite partie du ciel, hein, ça fait seulement 1 degré carré, donc environ 4 fois la pleine lune, et deux images. Alors quand on reçoit les images, elles ressemblent à ça, il y a des tas de défauts, il y a des artefacts instrumentaux, puis on doit filtrer tout ça, on combine les images, et à la fin ça nous donne une image très propre. Et ce que je veux vous montrer ici, c'est le nombre de galaxies. Hein. Donc cette image fait environ 1/40 millième de notre ciel. Tous les objets que vous voyez dans cette image sont des galaxies, donc des ensembles d'étoiles. Les seules étoiles que vous pouvez voir, elles ressemblent à celle-ci. Vous voyez, c'est la diffraction de votre instrument. Donc les artefacts d'instrument, ça vous donne des branches aux objets ponctuels. Donc chaque fois que vous avez un objet avec une branche, donc des objets qui sont devant, hein, c'est une étoile. Et ici, il n'y en a pas beaucoup. Vous voyez, il y en a quelques-unes, mais il y a une étoile rouge là-haut, quelques étoiles rouges, mais la plupart des galaxies sont des galaxies. Alors ça, c'est l'amas de Persée, un amas qui est très connu, et on a fait la photo pour faire un peu de publicité pour le satellite, mais ça vous montre la richesse en galaxies de notre univers. Je vais regarder l'heure parce que j'ai encore une demi-heure, c'est ça? Bien, ok. Donc, on va voir les galaxies dans leur ensemble. Donc on a vu en détail ce qu'était notre galaxie. Les galaxies, elles ont une immense diversité qui est due au nombre d'étoiles qu'elles forment et donc à la richesse à la fois de forme, de taille, de masse et de lumière. Donc si je vous donne une gamme entre les galaxies les plus faibles et les plus brillantes, tout d'abord le nombre sur le ciel par degré carré. Donc 1 degré carré, c'est environ 4 fois la pleine lune. Hein. Donc prenez 4 fois la surface de la pleine lune. Dedans, vous avez 10 millions de galaxies.
que vous pouvez multiplier par 20 000 pour avoir le nombre total sur tout le ciel. Les masses. Supposez que les galaxies les plus faibles ont une masse de 1. À ce moment-là, les galaxies les plus brillantes sont 1000 fois plus massives. Donc il y a un rapport de 1 à 1000 sur la masse, donc la quantité d'étoiles contenues dans ces galaxies. Il y en a qui sont géantes, il y en a qui sont toutes petites. Les gammes de luminosité. Si les galaxies les plus faibles ont une luminosité de 1, les galaxies les plus brillantes auront une luminosité de 1 million. Donc il y a un facteur 1 million de fourchettes de luminosité entre les galaxies les plus faibles et les plus fortes. Les distances, les galaxies sont les objets les plus courants de l'univers, on les voit partout. D'autour de nous, les galaxies naines, des galaxies de la taille de la nôtre, et aussi des galaxies jusqu'aux confins de l'univers. Et ce sont les objets qui nous permettent de comprendre comment l'univers a évolué, mais on le verra dans un autre module, quand je parlerai de cosmologie. Donc beaucoup de galaxies très nombreuses, proches et loin, et aussi ce sont ces objets qui contiennent quasiment la totalité de la matière lumineuse visible froide de l'univers. Donc ce sont les objets qui nous disent comment l'univers est formé, comment il a évolué. Ce ne sont pas les seules composantes baryoniques, mais elles sont majoritaires. Alors quand Hubble a commencé à observer les galaxies, il a très vite vu qu'il y avait des différences de forme, et il a établi une nomenclature en divisant les galaxies dans les deux grandes familles. Une famille où on voit surtout la partie sphéroïde, donc la partie des étoiles qui bougent de façon aléatoire et qui forment une sphère, et la partie spirale qui contient un disque qui tourne de façon cohérente. Et donc il a dit, voilà, on a deux familles, une famille elliptique et une famille spirale. Et dans la famille des spirales, il y a les spirales qui n'ont pas de barre, les spirales qui ont une barre au centre, vous voyez, c'est la partie qui oscille, et je crois que là j'ai bougé un petit peu trop. Là. Voilà. J'espère que ça ne flashera plus. Ah voilà, j'ai gagné. Voilà. Et Hubble, dans une imagination un petit peu délirante, il s'est dit que les galaxies, elles naissaient elliptiques, elles finissaient spirales. Donc c'est pour ça qu'il a appelé ça la fourchette d'évolution des galaxies. Mais il s'est complètement trompé. En fait, s'il y a une évolution, elle va plutôt des spirales vers les elliptiques, comme on a vu pour la fusion de nos galaxies. Et donc Hubble ne lui savait pas. C'était une hypothèse qui était bonne à l'époque, mais qu'on a infirmée depuis et réfutée. Mais on parle toujours de la fourchette de Hubble et on utilise toujours sa nomenclature pour définir les galaxies. Les galaxies elliptiques, ce sont celles qui ont le plus grand intervalle de masse et de luminosité chez elles. Elles se retrouvent à la fois dans les lieux où il y a très peu de galaxies et très faibles. Par exemple, la galaxie E3, là-haut, là, c'est une galaxie qui est très faible luminosité et qu'on a détecté très récemment. Elle est 1 million de fois plus faible que la brillance du ciel nocturne de nuit. Vous savez, vous dites s'il fait noir, ben non, il ne fait pas noir. Cette galaxie-là, elle est 1 million de fois moins brillante que le ciel nocturne. Donc c'est compliqué de détecter ces objets. Mais ils existent, ils sont là. Et puis vous avez la grande galaxie qui est là-haut, là, E2, NGC 221, qui est une galaxie elliptique qui est probablement 1000 fois plus massive que la petite Terre. Donc je ne répète pas ce que je l'ai déjà dit. On retrouve dans les galaxies elliptiques des étoiles anciennes, des populations stellaires évoluées, et elles ont un âge, elles ont un taux d'évolution qui montre qu'elles ont été créées il y a longtemps par des processus probablement les plus anciens et les plus primitifs dans l'histoire de l'univers. Donc ça a été les premiers nuages de gaz proto-galactiques qui se sont effondrés quelques centaines de millions d'années après le début du Big Bang et qui ont formé les premières étoiles et qui ont eu le temps de se thermaliser, de former ces grandes sphères elliptiques pour la plupart d'entre elles. On définit l'ellipticité des galaxies avec ce chiffre ici, qui n'est rien d'autre que l'ellipticité, donc l'allongement de la galaxie. Voilà, 0 c'est une galaxie qui est sphérique, 7 c'est une galaxie qui est très allongée. Alors comment fabrique-t-on une galaxie elliptique ? Eh bien, ici vous avez une petite simulation que je vais lancer. Alors il s'agit d'un modèle, donc il faut faire très attention avec les modèles. Les simulations numériques aujourd'hui, on les fait sur plusieurs milliards de particules et on les fait évoluer sur plusieurs milliards d'années, mais il faut toujours faire très attention qu'en réalité, même les simulations les plus résolues, cette simulation-ci, elle inclut à la fois les effets de gravité et les effets électromagnétiques qu'on appelle les effets magnéto-hydrodynamiques, donc c'est de la physique qu'on introduit.
Cette simulation est 1000 fois trop grossière. Hein. Il lui manque un facteur 1000 dans la taille des éléments de résolution pour nous approcher de la physique des étoiles. Hein. C'est vrai qu'elle n'est pas assez résolue. Il faudrait qu'on ait une capacité en volume 1 milliard de fois plus résolue pour pouvoir commencer à faire de la physique avec. On utilise des moyens pour essayer d'introduire la physique par des recettes que l'on pense bonnes, mais ce sont des hypothèses. Et donc on injecte des hypothèses, et en simulation numérique, en physique, on a un terme qui nous dit, en anglais, vous rentrez la poubelle dans le moteur, vous faites tourner, et ce qui sort c'est de la poubelle aussi. Hein. Donc c'est garbage in, garbage out. Et donc, il faut faire très attention, parce que je vais le faire tourner, vous allez dire oh, c'est formidable, ça marche bien. Et en fait, ça marche parce qu'on s'est arrangé pour que ça marche bien. Hein. Ce sont des interprétations, ce ne sont pas des observations. Donc allons-y. Là, les étoiles, et là, le gaz, hein, en fausse couleur. Donc l'hydrogène qui est là, et les galaxies. Là, vous avez 3 galaxies, vous avez un groupe de galaxies, donc ça représente environ 100 millions de nanomètres de côté. Et vous avez 1, 2, 3 galaxies spirales qui vont tourner, qui vont fusionner, qui vont finir par former une galaxie elliptique. Allons-y. Puis en haut, vous avez les taux de formation d'étoiles. Le redshift, c'est juste une façon de parler de l'âge de l'univers. Donc on part de 12 milliards d'années avant notre ère et on vient jusqu'à aujourd'hui. Et vous voyez que les galaxies tournent sur elles-mêmes, bien sûr, hein, ce sont des disques. Et vous voyez les formations des étoiles. Et en particulier, vous avez le gaz ici qui se concentre et qui est siphonné vers l'intérieur des galaxies et qui forme des sursauts de formation d'étoiles. Et à chaque fois que beaucoup d'étoiles sont formées, paf, vous avez une petite explosion. Hein. Alors il ne s'agit pas d'une explosion, il s'agit de l'expulsion du gaz par pression de rayonnement. Et comme le temps évolue très vite, hein, là on passe plusieurs milliards d'années en quelques minutes, eh bien ça va très très vite d'un point de vue time-lapse. Et en haut, vous avez le taux de formation des étoiles, c'est le nombre de soleils créés par année dans la simulation. Alors vous voyez que là on est en train d'évoluer, on a des belles galaxies spirales qui tournent avec des étoiles qui sont formées, et vous voyez que la structure du gaz est très très complexe, mais que le gaz a tendance à être expulsé de plus en plus loin et à disparaître. Et donc quand il n'y a plus de gaz, il n'y a plus de carburant pour fabriquer les étoiles, et les étoiles ne se fabriquent plus, hein, de ce côté-là. Et donc au fur et à mesure où la quantité de gaz diminue ici, eh bien ici vous avez des étoiles qui ne peuvent plus former d'étoiles, et les étoiles vieillissent, finissent par mourir, et il ne reste que les étoiles vieilles, jaunes ou rouges. Vous voyez, donc là on est très proche, on n'est plus qu'à quelques milliards d'années-lumière, ou quelques milliards d'années d'aujourd'hui. Vous voyez qu'au centre, la galaxie elliptique, elle a très très peu de gaz. Il en reste de temps en temps, et la crête des reliquats, mais il ne reste plus grand chose pour former des étoiles. Et à la fin, vous avez une galaxie qui ne peut plus former d'étoiles, une galaxie elliptique, qui a un taux de formation nul, et donc c'est un objet qui n'évolue plus. Voilà comment se forme une galaxie elliptique. Enfin, on pense que c'est la façon dont sont les galaxies elliptiques à travers l'univers, par création initiale et fusion successive de galaxies spirales. Alors, je repars. Hop. Voilà. Bien. Alors là, on a vu les galaxies elliptiques. Maintenant, les galaxies lenticulaires. Les galaxies lenticulaires, ce sont des galaxies qui ressemblent, qui ont des disques, mais qui n'ont pas de bras spiraux, et dont la rotation n'est pas évidente à mesurer. Hein, donc c'est un objet qui est un peu transitionnel entre les galaxies spirales et les galaxies, donc les galaxies à disques et les galaxies sphéroïdes. Et là, vous avez un exemple. Vous voyez, ça ressemble vraiment à une galaxie elliptique. Ça ressemble aussi à un disque vu sur le côté. Et puis, personne de ces galaxies lenticulaires ont des lignes de poussière, donc on sait qu'il y a dû y avoir un disque, mais il n'y a rien d'autre. On ne voit que le résidu de ce disque, là c'est vu sur la tranche. Vous êtes complètement dominé par la partie sphéroïde de distribution des étoiles. Voilà, donc ça c'est aussi un type de galaxie qu'on utilise. Et bien sûr il y a les galaxies spirales. Donc là on retrouve les deux grandes familles de galaxies spirales. Les galaxies spirales barrées et les galaxies spirales normales. Donc notre galaxie, c'est une galaxie spirale barrée, c'est un petit peu un mélange entre les deux galaxies ici, avec des bras spiraux qui sont un peu plus enroulés, et une barre qui est plus grande que celle qu'on voit ici. Voilà, on ne va pas rentrer dans le raffinement. Ce que je voulais mentionner de façon très importante, c'est qu'il y a autant d'étoiles ici que ici, dans la galaxie. D'accord ? Le disque, il est homogène. Vous avez l'impression que toutes les étoiles sont dans les bras spiraux,
mais c'est une illusion d'optique. Parce qu'en réalité, quand vous comptez le nombre d'étoiles et de la matière, il y en a autant à l'extérieur des bras spiraux que dedans. Alors pourquoi voit-on les bras spiraux mieux entre les bras spiraux? Tout simplement parce que les étoiles qu'on a ici, ce sont des étoiles qui ont été formées il y a assez récemment, et qu'elles sont plus jeunes et plus brillantes. Et donc elles dominent la lumière. Donc pour une même quantité d'étoiles, on voit beaucoup mieux, par contraste, la lumière émise par ces étoiles-là dans la galaxie. Alors, le contenu des galaxies spirales, on l'a déjà vu en détail, donc je vais passer rapidement. Ce sont vraiment des contenus qui sont les mêmes que ceux dans notre galaxie. Vous avez des étoiles jeunes, qui sont en général concentrées dans le disque et même dans les bras spiraux du disque. Et vous avez une composante ancienne, qui est plutôt dans la partie halo, dans le bulbe, donc dans la partie sphérique de l'étoile. Et puis là, vous avez ici cette même galaxie observée en visible et en infrarouge. Et là, on voit bien l'effet de la poussière. La poussière sur la lumière visible, elle absorbe la lumière, donc on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Et dès qu'on va dans l'infrarouge, on observe des objets froids. Et en lumière froide, la poussière réémet de la lumière infrarouge. Et donc on la voit en émission. Donc là, elle absorbe, et là, elle émet. Donc vous avez tout le nuage de gaz de poussière qui réémet de la lumière dans la partie infrarouge. Ça représente une toute petite partie de la matière totale, environ 1%, mais d'un point de vue observationnel, ça domine complètement. Donc ça va introduire des biais d'observation, donc il faut se méfier quand on fait l'évolution des galaxies. Alors là, je vais quand même aborder un phénomène important. Vous avez ici un schéma qui vous montre une galaxie qui est proche de nous, qui s'appelle M33, qui est une galaxie qui est à peu près un tiers de la taille de la nôtre, qui fait partie du même groupe local avec Andromède, la Voie lactée et M33. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mesuré la vitesse de rotation du disque de M33 en fonction de son rayon. Donc le rayon, il est là. Donc, plus on va dans cette direction, plus on s'éloigne du centre de la galaxie. Et puis en ordonnée, ici on a mis la vitesse, donc 50, 100 km par seconde. Les points, avec des petites barres d'erreur, ce sont les mesures qu'on a fait dans le gaz d'hydrogène H1, neutre, en radio. Et on a superposé le graphique sur la taille réelle de la galaxie. Donc, vous voyez les premières mesures, on est au centre de la galaxie et on voit que la galaxie, elle tourne comme ce qu'on appelle ces disques rotation solide. C'est un petit peu comme un CD ou un disque, il tourne, et la vitesse angulaire est constante, donc la vitesse, quand on s'éloigne du centre, augmente. C'est ce qu'on voit ici. Donc ça, c'est comme si le centre de la galaxie, à l'intérieur du bulbe, tournait de façon solide. Les étoiles tournent de façon solide. Et puis quand on s'éloigne, eh bien, Newton commence à prendre son essor, et les étoiles devraient tourner autour de la galaxie un peu de la même façon que les planètes tournent autour du Soleil. Plus elles s'éloignent, plus elles ralentissent, et qu'elles tournent lentement. D'accord ? Et donc c'est ce qu'on appelle la rotation keplérienne. Et donc on s'attend à ce que la rotation suive cette courbe. Ici, qui est la courbe attendue si toute la matière du disque est comprise dans les étoiles que l'on voit. D'accord ? Et en réalité, ce n'est pas ce qu'on observe. Ce qu'on observe, c'est la lumière, la courbe de rotation qui augmente et qui ne fait qu'augmenter. Même quand il n'y a plus d'étoiles, le disque de gaz hydrogène, qui est beaucoup plus lointain, il continue d'augmenter, d'aller de plus en plus vite. Comment est-ce possible ? Il y a deux solutions. Ou bien la théorie de la gravité est fausse, ou bien ce qu'on voit n'est qu'une partie de la matière. Changer la relativité générale, c'est compliqué. Donc, on essaie de la garder la même dans le temps et dans l'espace, même si on essaie de jouer aussi sur ce terrain-là, c'est compliqué. En revanche, ajouter un élément, c'est plus facile. On a inventé la matière invisible, qu'on appelle la matière noire, pour expliquer cette courbe-là. En 1950, c'est Vera Rubin, astronome américaine, qui a fait cette première observation dans les années 50, et qui a dit « Oups, on a un souci, il nous manque de la matière. Il nous manque 80% de matière. Il y a 80% de matière invisible, là, qu'on ne voit pas, et qui est obligée d'être invoquée pour expliquer la ligne modélisée là, en bleu plein. » Voilà. Et aujourd'hui, on en est là. 50 ans après, on continue, même 70 ans après, on continue d'essayer de chercher cette matière noire que l'on ne détecte ni dans les accélérateurs de particules, ni autrement que dans l'univers. Alors, si je vous symbolise la taille du halo de matière noire dont on a besoin pour provoquer cette courbe, vous avez la galaxie M33 qui est ici, et le halo, il fait cette taille-là. Donc ça, c'est la galaxie, et le halo, il est là. D'accord ? Donc il est beaucoup plus grand, vous voyez, et il est beaucoup plus important.
et c'est lui qui ajoute cette composante ici. Et la somme des deux composantes, c'est la ligne magenta qui couvre bien les modèles. Et donc voilà, aujourd'hui on a un problème. On a de la matière lisse. Bien, alors là je reviens un petit peu en détail sur la raison pour laquelle on a des disques, des bras spiraux. Hein. Je vous l'ai dit, il y a autant de matière dans les bras qu'entre les bras. Et comment se fait-il qu'il y ait des bras? On pense que c'est un phénomène de superposition d'orbites, d'étoiles, statistiques. Hein. Supposez que votre galaxie, elle a des nombres d'étoiles constantes dans les différentes ellipsoïdes que vous avez là, mais que les ellipsoïdes ne tournent pas à la même vitesse autour du centre. La superposition statistique, à un moment donné, de ces ellipsoïdes vont faire que les ellipsoïdes vont se rapprocher et ça va former des structures spirales. Donc il s'agit de densités qui sont uniquement dues au fait que les projections des trajectoires des étoiles se retrouvent au même endroit physiquement. Les étoiles, elles s'en moquent, hein, mais pas le gaz qui accompagne les étoiles. Et quand le gaz se retrouve là, lui il va former des étoiles, et c'est pour ça qu'on a des disques avec du gaz qui se forme. Et là, je vais vous lancer cette petite simulation qui vous montre tous les 10 millions d'années, une simulation qui vous montre la position des étoiles dans polaire sur une galaxie simulée. Et vous voyez qu'on voit des bras spiraux, des barres qui apparaissent tous les 10 millions d'années. Donc c'est extrêmement dynamique, ça change beaucoup. Hein. Alors nous, bien sûr, dans l'échelle d'une vie humaine ou l'échelle de l'astronomie, on ne voit pas ça. Mais en réalité, les bras spiraux, c'est quelque chose qui est très très éphémère dans une galaxie, et vous voyez que ça change beaucoup. Sur quelques milliards d'années, vous avez des structures très très différentes, très variées, qui peuvent admettre uniquement par instabilité des orbites stellaires dans la galaxie. Donc voilà ici un premier élément de réponse. Et un deuxième élément de réponse, il est lié aux interactions entre les galaxies et leurs naines. Alors ça, c'est une galaxie qui est très connue, qu'on appelle la galaxie des chiens de chasse, ou la galaxie du tourbillon, qui a une petite galaxie qui est en train de se faire manger par une grosse, et les deux sont en interaction. Et en fait, cette petite galaxie a un impact important sur la distribution des étoiles de la grosse. Et là, vous avez une petite simulation qui essaie de reproduire à la fois ce profil, mais aussi de voir ce qui se passe dans la distribution des étoiles de la grosse galaxie. Et donc allons-y, on la fait partir. Elle est plus courte que l'autre, celle-là. Et vous voyez que les étoiles se distribuent de façon très différente en raison des effets de marée provoqués par la petite galaxie. Et là, vous voyez, il y a des barres, une barre qui se forme à un moment donné dans la vie des deux galaxies. Puis celle-ci finit par être complètement absorbée, puis de toute façon, la distribution est toujours aussi instable, donc ça évolue avec le temps. Donc voilà pour les galaxies spirales. Rapidement, restent maintenant des galaxies irrégulières. Alors ça va aller très vite, hein, parce que les galaxies irrégulières, elles sont trop faibles pour qu'on puisse les voir. Hein. Donc on ne voit les galaxies irrégulières que très proches de notre galaxie à nous, dans l'univers local. Alors, proche, ça reste astronomique, hein, ça reste on ne peut pas aller au-delà d'une centaine de millions de parsecs, donc environ 1 milliard d'années-lumière. Au-delà de cette distance-là, les galaxies irrégulières sont trop faibles pour qu'on puisse les voir, et elles disparaissent complètement. Donc on ne peut les étudier que localement, et ça n'en fait pas beaucoup. Même si elles sont très nombreuses, et qu'elles dominent le nombre de galaxies, en masse et en luminosité, c'est pas grand-chose. Et donc ces galaxies irrégulières, ce sont un petit peu des fossiles de l'évolution des galaxies, puisque comme elles sont petites, elles n'ont pas évolué très vite. Et donc c'est intéressant de les observer pour voir ce qui a pu se passer dans le passé, dans les galaxies, notamment sur la façon dont les étoiles se forment dans les galaxies. Et donc ce sont des objets intéressants localement à observer, mais que l'on ne peut pas utiliser très très loin. Donc là on retrouve l'image où je vous ai montré le petit et le grand nuage de Magellan, avec l'espèce de grand ruban de H1 qu'on ne voit pas en optique. La Voie lactée, donc ça c'est près du Chili. Puis là vous avez une petite galaxie qui vous montre une galaxie en train de former beaucoup d'étoiles. Les points rouges sont des étoiles en train de se former. Vous voyez que à peu près 10% de toute la matière de la galaxie est en train de se former en étoiles aujourd'hui, un sursaut d'étoiles énorme. Donc c'est intéressant d'étudier ces objets pour comprendre comment ça a pu se passer dans le passé. Alors, pourquoi je voulais mentionner ça? Oui, voilà. Alors, un peu de physique, de nouveau. Quand on fait de la physique et de l'astrophysique, ce qui nous intéresse, ce n'est pas forcément la forme des objets, donc les images, mais leur couleur. Et vous vous souvenez, au premier module, je vous ai expliqué que la lumière, elle nous donne des tas de renseignements, parce qu'elle vibre à différentes températures, et que plus elle vibre vite, plus elle est chaude, et plus elle nous renseigne sur les objets. Et donc,
il y a une partie de la couleur qui provient de la température de l'objet et une partie de la couleur qui provient de sa composition chimique. Hein, ce sont les bandes d'absorption dans le spectre solaire, ici, qui présentent des espèces chimiques différentes, et dans sa dynamique. Hein, si les raies ne sont pas exactement à l'endroit où on pense qu'elles devraient être, ça veut dire que l'objet bouge par rapport à nous. Et donc c'est tout ça qui nous renseigne sur la physique de l'objet. Et donc quand on a la lumière d'une galaxie qui nous parvient de très loin, eh bien on va l'observer avec un télescope. Hein, et puis derrière le télescope, on va mettre ce qu'on appelle un spectrographe qui va prendre la lumière blanche et qui va la disperser. Alors là, mon spectrographe il a disparu, hein, et en fait là il y a un prisme hein, qui représente l'objet qui nous permet de disperser la lumière, et qui va donc disperser la lumière blanche en arc-en-ciel ou en spectre, et cet arc-en-ciel, ça va avoir une forme. Donc là c'est la forme de l'arc-en-ciel, donc la longueur d'onde en fonction de la quantité de lumière par couleur. Hein. Et c'est ce qu'on appelle une distribution d'énergie spectrale qui couvre beaucoup plus que la lumière visible. La lumière visible, elle correspond à cette portion de la lumière. Là, on est dans la lumière visible. Ici, on est dans la partie ultraviolette et rayon X. Et au-delà, on est dans le radio. Et vous voyez qu'il y a énormément de choses qui se passent. Et que chacune de ces lignes, ici, c'est un modèle sur des observations prises pour des galaxies qui ont des populations d'étoiles différentes. Les populations qui forment beaucoup d'étoiles, eh bien, dans l'infrarouge, on va les voir très très brillantes, alors que dans la lumière visible, on se dit, bon, il ne se passe rien. Hein, vous voyez, ces deux galaxies, ici, la verte et la rose, celle-ci, elle forme plus d'étoiles que celle-ci, ça c'est une galaxie elliptique classique, et celle-ci, elle forme des étoiles, ben, vous voyez que dans l'optique, on ne voit pas de différence, mais quand on est en radio, eh ben là, on voit qu'il y en a une qui est beaucoup plus brillante que l'autre. Et donc, c'est l'analyse de ces couleurs qui donne toute la physique des objets. En physique, et en fait tous les astrophysiciens travaillent plutôt sur les spectres que sur les images que je vous ai montrées. Et je vous donne un exemple ici de toutes les propriétés qu'on peut mesurer à partir de la couleur avec des techniques un peu différentes. Vous voyez, il y a la distance des objets, il y a leur vitesse, il y a leur masse, il y a l'âge des étoiles qui la composent, il y a la composition chimique dans ces étoiles, il y a le taux de formation d'étoiles qu'on observe, l'histoire de la formation des étoiles, la quantité, la composition, la température du gaz, la quantité de poussière, la présence ou non d'un trou noir supermassif au centre, l'histoire de la fusion de ces étoiles avec d'autres galaxies, tout ça c'est des données fossiles qu'on peut récupérer des spectres. La température du milieu entre les étoiles, l'orientation des grains de poussière, vous voyez tout ça, la polarisation de la lumière nous permet d'extraire toutes ces informations, et on a bien besoin de spectres et d'instruments qu'on accroche derrière les télescopes. Et là, je vous montre de nouveau la démonstration évidente que, supposez que vous avez trois galaxies ici que l'on observe en optique, donc ça c'est la partie visible du spectre, avec nos yeux on ne voit pas de différence. Mais avec ces trois objets, ils divergent complètement. Si c'est un objet qui forme beaucoup d'étoiles, ARP 220, c'est un objet qui forme des milliers d'étoiles par an, ou si c'est une vieille galaxie elliptique, on ne voit strictement rien en radio. Mais pour ça, il faut aller dans la partie radio du spectre, et en particulier, il faut lancer un satellite, parce que 100 microns, c'est totalement inaccessible depuis l'orbite terrestre. Et donc, on a besoin d'outils pour pouvoir faire ces observations et ces simulations. Et là, vous avez un exemple d'ajustement d'un modèle. Alors, vous avez deux lignes, une ligne noire que vous ne voyez pas, pour chacun des graphiques. Ici, c'est une étoile, c'est une galaxie. Alors c'est une galaxie qui est par ligne, vous avez une galaxie différente, et puis vous avez différents modèles d'ajustement en rouge. Vous voyez que les modèles d'ajustement, ils couvrent exactement la lumière, la couleur des objets noirs qui disparaît complètement. Et puis dans cette partie du spectre, vous avez les pics bleus. Eh bien, c'est le modèle qu'on a utilisé. Le modèle qui nous dit qu'il y a des étoiles qui ont été formées il y a 9 milliards d'années ou 10 milliards d'années. Et c'est cette évolution des modèles stellaires qui provoque la lumière rouge qu'on voit, qui superpose exactement la couleur de la ligne noire qu'on ne voit plus. Alors ce sont des modèles qui sont très puissants, mais ce sont des modèles inverses, c'est-à-dire qu'il y a une infinité de solutions pour une observation. Et donc on doit utiliser des critères de vraisemblance pour nous dire ce modèle-là est plus intelligent que celui-ci ou il est plus probable. Voilà, donc les techniques modernes d'astrophysique, ce sont des techniques probabilistes qui font l'hypothèse d'évolution probable et qui permettent de déduire que c'est plutôt ce modèle-ci plutôt que celui-ci qui répond le mieux à l'ajustement pour des raisons probabilistes.
d'analyse de la vie et de l'évolution des étoiles. Et je m'arrête avec les noyaux actifs de galaxies. Les noyaux actifs de galaxies, ce sont des objets qui ont été détectés dans les années 60, en 1963 plus exactement, et qu'on a appelés à l'époque quasars. On ne savait pas ce que c'était, hein. Donc on les a appelés, ça ressemble quasiment à des étoiles, donc c'est des quasi-stars en anglais, quasars. Et pendant un certain nombre d'années, on ne savait pas ce qu'étaient ces fameuses étoiles. On savait que ça variait beaucoup, mais on ne savait pas grand-chose. Et au milieu des années 60, on a réalisé qu'il s'agissait d'objets très lointains qui s'éloignaient très très vite de nous. Donc c'était des phares dans la nuit. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à les observer avec un autre œil, en radio, en optique, et avec plus de résolution. Et vous voyez ici, là, il y a, au centre de cette galaxie, il y a un quasar. Et ce quasar, c'est un noyau actif de galaxies. Donc tous les quasars sont noyaux actifs de galaxies. Donc quand on les voit de l'extérieur, souvent ils sont dans les galaxies elliptiques. Vous voyez, ça c'est M87, une des galaxies massives de l'amas de la chevelure de Bérénice. Et vous avez un amas, donc une galaxie avec une expulsion de matière, ici sous forme de jet bleu. Vous voyez cette espèce de jet bleu qui part là en biais. Ça vient du centre de la galaxie. Quand on zoome ce jet bleu au centre de la galaxie et qu'on observe en radio et en rayon X, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de structures et qu'il se passe énormément de choses. À la fois du côté radio, avec ce gaz rouge ici, qui est très dynamique et très rapide, et avec les jets de matière en X, donc très très chaud. Donc il semble qu'au centre ici, il y a quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui est une espèce de moteur d'énergie énorme. Donc on a progressé dans l'observation et dans la modélisation, et on en est venu, alors là de nouveau c'est toujours le même modèle, mais là c'est vu en radio, d'accord ? Et donc on retrouve au centre le moteur que l'on ne voit pas, on a ce grand jet radio, ici la partie verte c'est la partie d'émission radio de la matière qui a été expulsée du centre, et en surimpression un petit peu lumineuse, là, c'est la partie visible de l'étoile. Donc vous voyez que ces jets radio, cette matière, elle va très au-delà de la galaxie elle-même, et qu'elle rejette dans le milieu interstellaire du gaz très chaud, que l'on voit surtout en radio. Et vous voyez, le diamètre ici de cet objet, c'est 15 000 années-lumière, donc c'est un objet qui est très grand. Et après quelques années, on a fini par faire un modèle qui fonctionne assez bien, et qui explique le fonctionnement de ces noyaux actifs de galaxies, de ces quasars, et de tous ces objets un petit peu denses que l'on observe depuis des années. Et on pense qu'il s'agit systématiquement d'un objet qui contient un trou noir supermassif au centre des galaxies. Donc on pense qu'au centre de chacune des galaxies, vous avez un trou noir qui est de plusieurs millions à plusieurs dizaines de milliards de masses solaires. Ça dépend de la taille de la galaxie elle-même. Et autour de ce trou noir, si jamais vous avez les objets qui se déplacent et qui sont attrapés par le champ gravitationnel du trou noir, ils commencent par tourner et ils forment ce qu'on appelle un disque d'accrétion. Et c'est la partie blanche ici qui est en ellipse, vue sur la tranche. Et donc cette matière-là, elle s'échauffe et elle rayonne. Et une partie de cette matière est injectée perpendiculairement au trou noir dans deux directions. Et c'est ça qui forme les jets. Donc ce sont des jets de matière extrêmement relativistes, très chaudes, qui sont lancés et que l'on voit en radio, sous forme de ces grands lobes radio autour des galaxies. Et autour de ça, vous avez différentes composantes. Donc là, ici, vous avez un modèle dessiné. Ici, vous avez un autre modèle d'artiste. C'est pas une photo, c'est juste un modèle qui représente à peu près la même chose avec le jet de matière, le trou noir au centre et des zones d'énergie très rayonnantes proches du trou noir. Alors tout ça, c'est tout petit. Entre ici et ici, vous avez moins de quelques centaines de parsecs, donc quelques centaines d'années-lumière. Et on a un modèle maintenant qui est très cohérent et qui explique la quasi-totalité, même la totalité des phénomènes que l'on observe et qui revient à ce modèle-là. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je n'ai pas le temps, mais ce que je veux vous dire, c'est que ce modèle qu'on appelle le modèle unifié des noyaux actifs de galaxies explique toutes les galaxies actives
que l'on observe, et ça dépend de l'angle avec lequel on les regarde. Parfois on voit un angle où on voit presque le moteur central, avec des zones très chaudes. Quand on a un angle qui est perpendiculaire, on voit le noyau central, on ne le voit pas, il est absorbé, et donc on voit que le tort d'absorption. Et donc ce modèle-là, qui est un peu complexe, qui permet d'expliquer tous les phénomènes observés des noyaux actifs de galaxies, et il nous explique aussi pourquoi parfois on les voit et parfois on ne les voit pas. Parce que le trou noir au centre, s'il n'y a rien qui tombe dedans, il disparaît, il meurt, on ne le voit plus, il ne rayonne rien. C'est un trou noir, donc il n'émet pas de lumière. Pour voir un quasar, pour voir un noyau actif de galaxie, il faut que la matière tombe dedans. Et cette matière, elle tombe dedans et elle s'accélère, et à ce moment-là, elle produit tous les phénomènes que l'on voit et que l'on peut expliquer en fonction de l'angle de visée. Voilà, donc ça fait le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.